qui nourrissent la spéculation et fragilisent les équilibres du marché. En conséquence, il a instruit formellement le gouvernement et la Banque centrale du Congo à prendre de manière concertée des mesures immédiates et vigoureuses pour réduire ces pratiques spéculatives, harmoniser les fonctionnements du marché des changes et de consolider la bonne dynamique observée. Plus particulièrement, en ce qui concerne les dépenses publiques, il a recommandé de bien réguler les décaissements des dépenses de sécurité par un mécanisme d'aval indispensable de la haute hiérarchie. L'objectif ultime est de garantir une stabilisation durable du taux de change, protéger le pouvoir d'achat de nos concitoyens et créer les conditions d'une croissance économique inclusive et soutenable, conclut. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement a fait le point de la mission officielle qu'elle a effectuée au Congo central dans le cadre de son itinérance à l'intérieur du pays du 29 septembre au 2 octobre 2025. Elle a été accompagnée de quelques parlementaires et des membres du gouvernement. Cette mission s'est inscrite dans le troisième pilier du programme d'action du gouvernement consacré au développement équilibré de provinces. Elle avait pour objectif, entre autres, la relance des infrastructures stratégiques, le renforcement de la cohésion sociale ainsi que la redynamisation du rôle moteur de la province dans l'économie nationale. Elle a été à Mwanda où elle a visité notamment le chantier du port en eau profonde de Banana, à Tchela où elle a inspecté les travaux de la route Manterne-Singini sur la RN12 exécutée par Craig 7. À Boma, elle s'est rendue au port en vue de la relance des services portuaires. La réhabilitation de l'entreprise Triomphe a également été au centre des discussions, ainsi que d'autres projets d'intérêt public tels que le curage de la rivière Kalamo. À Kisontou, la première ministre a visité les travaux de la boucle projet de voirie périurbaine destiné à désengorger le centre de Kisontou. Sur un autre chapitre, la première ministre est revenue sur les suivis et l'évaluation du programme du gouvernement, rappelant la recommandation du président de la République faite au cours de la 54e réunion du Conseil de ministres qui a insisté que ces gouvernements, plus que tout autre, doit être un gouvernement d'action et des résultats. Elle a encouragé les membres du gouvernement à redoubler d'efforts quant à ceux. Vous connaissez les défis, les attentes et les leviers d'action. Il vous appartient désormais de produire des résultats plus visibles et plus tangibles, a-t-elle précisé. Dans cette optique, la priorité du gouvernement demeure la concrétisation effective des actions et la réalisation des résultats tangibles afin de répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens et de renforcer la confiance dans l'action publique. Ainsi, le programme compact de résilience, accélérateur des initiatives à impact visible et immédiat, a été mis en place dans le but de renforcer l'impact des efforts de stabilisation économique dans l'amélioration du bien-être de la population. Pour atteindre ces objectifs, le PAG est soumis à un système rigoureux de suivi et d'évaluation trimestrielle. Ces revues régulières permettront d'assurer un état d'avancement précis de projet et de prendre, les cas échéants, les mesures correctives nécessaires pour respecter nos engagements. La Première ministre a tenu à informer le Conseil que son cabinet a déjà commencé la révision des outils de mise en œuvre et des suivis et évaluations du programme. Il est impératif d'adopter un cadre des résultats revisé, doté d'outils adaptés pour assurer un suivi efficace de la performance de l'action gouvernementale. Sans cela, a-t-elle martelé, l'évaluation stricte, comme demandé par le président de la République dans un délai de 6 mois, sera compromise. La Première ministre a dit compter sur l'engagement et la collaboration de tous les membres du gouvernement pour que ces objectifs soient rapidement opérationnels afin que notre action commune soit véritablement porteuse des résultats concrets pour notre pays. Sur un autre volet, la Première ministre a aussi planché sur la mise en œuvre effective de l'agenda législatif du gouvernement. La nécessité d'engager et de mettre en œuvre cet agenda s'étend à tous les secteurs de la vie nationale. Les actions envisagées dans le cadre du programme d'action nécessitent un renforcement du cadre légal et réglementaire existant, que ce soit par la création de nouveaux textes ou la révision des lois en vigueur. À cet effet, le gouvernement a identifié, de manière non exhaustive,
un agenda législatif important pour les succès des initiatives prévues. Au-delà du secteur agricole, cet agenda concerne entre autres de domaines des investissements, notamment avec la révision de la loi portant code des investissements, la révision de la loi relative aux finances publiques, la révision de la loi relative aux marchés publics, la préparation d'un projet de loi sur le régime fiscal adapté aux très petites et moyennes entreprises, la rédaction d'un projet de loi relatif au barrage d'Inga et tant d'autres textes. Ces priorités doivent être abordées avec diligence et détermination afin de soutenir les actions du gouvernement. À ces propos, elle a instruit le ministre d'État, ministre chargé des relations avec le Parlement, de veiller au suivi rigoureux de la mise en œuvre de cet agenda. Au dernier point, la Première ministre est revenue sur la visite de réconfort qu'elle a effectuée aux victimes de violences sexuelles à l'hôpital de Kitambo. Elle a été accompagnée par la duchesse Sophie d'Édimbourg, membre de la famille royale britannique, avec qui elle a aussi échangé sur la situation sécuritaire dans l'Est et sur la nécessité de restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, gage de protection des femmes. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil le rapport sur l'état du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population demeurait globalement calme et a été marqué notamment par l'embellie du franc congolais sur le marché de change. Sur un autre chapitre, il a évoqué la dotation par le gouvernement aux différents services de sécurité ainsi que des administrateurs de quelques territoires de 96 véhicules utilitaires, bien que cette dotation permette d'améliorer la présence et l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire, le gouvernement entend accélérer le processus d'acquisition d'équipements de mobilité en faveur des services de sécurité au regard de l'immensité des besoins sur le terrain. En ce qui concerne la criminalité, il a rappelé qu'en marge de sa mission d'itinérance dans la province du Maïndombe, il a lancé la campagne de vulgarisation des textes légaux sur les comités provinciaux et locaux de sécurité après la formation de cadres territoriaux. Afin de faire face à la criminalité urbaine, l'opération Ndobo a officiellement été lancée au commissariat provincial de la police nationale à Inongo. Par ailleurs, il a sollicité du gouvernement d'instruire le ministère des Finances afin d'intégrer les primes spécifiques des administrateurs du territoire et leurs assistants dans l'enveloppe salariale normale afin que leur paiement intervienne au même moment que la paye régulière de l'ensemble des agents de l'État. Il a été complété sur ce chapitre sécuritaire par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qui à son tour a passé en revue la situation opérationnelle dans les zones de l'Est de la République démocratique du Congo, où il a souligné que nos forces armées maintiennent leur position d'alerte et restent déterminées à répondre à toutes les attaques de l'ennemi pour assurer la défense du territoire national. Enfin, il a fait le point des opérations de défense dans certaines zones de la province de l'Ituri ainsi que dans la périphérie de la ville de Kinshasa, tout en saluant les réponses qu'apportent les forces de sécurité dans les zones sus-indiquées. Situation épidémiologique en République démocratique du Congo, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention sociale a présenté le point saillant de la situation épidémiologique essentiellement liée à la maladie à virus Ebola, au choléra et au Mpox. S'agissant de la maladie à virus Ebola, au 1er octobre, il a été enregistré 49 cas d'alerte, dont 14 validés. Aucun cas n'a été confirmé. Depuis les débuts de l'épidémie, les cumuls est de 53 cas confirmés, 31 décès de cas confirmés et 11 cas probables, soit une létalité de 65%. Il a souligné que la tendance à la baisse se maintient pour ce qui concerne le choléra. Dans la ville de Kinshasa, il a donné quelques statistiques, notamment aucun décès enregistré depuis 5 semaines. Il s'agit au sujet du Mpox, la tendance à la baisse se consolide. Il a donné aussi à titre indicatif quelques chiffres et il a rappelé que son ministère poursuit les actions de riposte appropriées face à ces 3 épidémies.
Note d'information relevant du secteur de transport. Donnant suite aux instructions du président de la République au cours du Conseil de ministres du 19 septembre 2025, le vice-premier ministre, ministre des Transports, a présenté une note d'information à 2 volets. Le premier volet concernait la prévention des naufrages sur les voies navigables. Il a indiqué que la navigation fluviale et lacustre est d'une importance capitale pour notre pays en raison de sa géographie unique et des défis liés au transport terrestre. Il s'agit des véritables autoroutes naturelles reliant les grands centres de production et les agglomérations urbaines. Au cours de 2 dernières années, le cours d'eau balisé sont les fleuves Congo, la rivière Kasaï, les rivières Kwango-Kwilu, les lacs Tanganyika. Plusieurs cours d'eau sont donc en attente de travaux d'aménagement et d'entretien. De cet état des lieux, il y a lieu de relever les accidents de navigation fluviale et lacustre de septembre 2024 à septembre 2025, dus essentiellement à l'incivisme et au non-respect des différentes mesures prises et qui ont été tout de même à la base de la diminution des cas d'accidents fluvieux et lacustres. Pour y remédier, d'autres mesures venaient d'être prises, notamment la fermeture des ports clandestins, les traçages des bateaux. Il a été décidé de rendre obligatoire l'installation des traceurs GPS au bord de chaque unité navigante avec un centre de monitoring à Kinshasa pour surveiller toutes les unités flottantes naviguant sur les eaux intérieures du pays. Le renforcement de l'interdiction de navigation nocturne, la campagne de sensibilisation, l'acquisition des engins flottants modernes, le renforcement de capacités techniques de la régie de vol fluvial et de la CVM. Les deuxièmes points apportés sur la présentation du plan opérationnel de la situation des embouteillages dans la ville de Kinshasa. En ce qui concerne la problématique des embouteillages dans la ville de Kinshasa, il a souligné la complexité de cette question du fait de la croissance démographique, de l'inadéquation entre les réseaux routiers et les systèmes actuels de transport, incluant motos, tricycles, véhicules, ainsi que la forte concentration des activités dans la commune de La Gombe. Par ailleurs, certains tronçons du réseau primaire sont discontinus, des sections du réseau secondaire sont déconnectées, forment des impasses, la police de circulation routière en déficit d'effectifs et en déficit d'effectifs ne parvient pas toujours à imposer la discipline nécessaire. Le non-respect du code de la route par de nombreux conducteurs et l'absence des sanctions efficaces ou encore l'absence d'une régulation adaptée contribuent au chaos sur la route sont autant des causes de cette situation à tous les moins dramatiques. Pour y faire face, des mesures à court, moyen ou long terme ont été prises, notamment assurer la fluidité de la circulation dans la ville à travers le déploiement d'un dispositif mixte PCR, 14e région militaire CNPR, la mise en place d'une brigade routière formée et équipée pour pallier à l'insuffisance actuelle d'effectifs au sein de la police de circulation routière, l'amélioration des infrastructures routières et dégagement de la chaussée. Cette mesure concerne les dégagements de marchés pirates et tout encombrement les allant de routes principales et des carrefours, la création de ronds-points dans les principaux carrefours, la réparation de nids de poules sur les axes les plus fréquentés, la création des aires de repos sécurisées pour les chauffeurs le long de la nationale, réorganisation de la circulation routière par la création des espaces pour installer les points de chargement, taxi-moto à travers la ville de Kinshasa, homologation des véhicules en circulation, fixer l'âge limite de véhicules à importation à 15 ans avec une inspection obligatoire avant l'embarquement, finalisation du tronçon ferroviaire gare centrale aéroport de Njili à vue de la relance du train urbain. Il a été complété dans sa présentation par les responsables de l'agence congolaise de grands travaux qui a présenté des projets qui vont être matérialisés pour permettre la construction des nouveaux axes et enfin permettre de détendre la circulation dans toute la ville-province de Kinshasa. Note d'information relevant du secteur du budget et des finances. En réponse à l'instruction du président de la République, au cours de la 58e réunion du Conseil des ministres, en vue de fluidifier davantage la chaîne de la dépense, d'assurer la liquidation et les paiements des dépenses publiques dans les délais, tout en respectant la disponibilité budgétaire et la disponibilité réelle de la trésorerie, le vice-premier ministre, ministre du Budget, a informé le Conseil
de la mise en place d'un mécanisme conjoint permanent et opérationnel des liquidités de paiement des dépenses publiques. Après concertation avec le ministère des Finances, plusieurs pistes ont été proposées, notamment d'assurer une meilleure coordination sur la production des instructions des mises en œuvre du budget, le plan des trésoreries du secteur public et le plan de passation de marché, d'améliorer la gestion de la chaîne de la dépense par la redynamisation du comité des gestions, regroupant les experts du budget, des finances et de la Banque centrale du Congo pour le suivi et l'évaluation périodique du fonctionnement de la chaîne, d'assurer l'exécution de la dépense publique dans les stricts respects des procédures et du circuit prévus dans les manuels ad hoc, notamment l'engagement des dépenses par les ministres, les différents gestionnaires de crédit, en conformité au plafond de crédit de la loi des finances, du plan d'engagement budgétaire ainsi que du plan des trésoreries, d'accélérer la concentration de l'ordonnancement instauré par la loi relative aux finances publiques dans les respects du pouvoir des régulations de crédit et de la trésorerie incombant respectivement aux ministres ayant le budget et les finances dans leurs attributions. Un projet d'arrêté interministériel budget-finance portant organisation et fonctionnement du comité de la gestion de la chaîne de la dépense est en cours d'élaboration, ainsi qu'un projet de lettre à la Première ministre rappelant à tous les ordonnateurs les stricts respects des procédures d'exécution et du circuit de la dépense publique sont des actes préconisés pour concrétiser les pistes annoncées ci haut. Il a été complété par le ministre des Finances. Note d'information relevant du secteur de l'enseignement supérieur. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique et innovation a informé le Conseil de la construction et de l'équipement d'un centre national d'oncologie, du Centre national de radiopharmacie et de l'École nationale des sciences et techniques nucléaires. En effet, sous l'impulsion du président de la République, alors président en exercice sortant de l'Union africaine, l'initiative Rayon d'Espoir a été lancée en 2022 par les directeurs généraux de l'AIEA en marge du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Cette initiative soutient les efforts des États membres visant à améliorer l'accès à des services de radiothérapie et d'imagerie diagnostique sûrs et sécurisés dans le but de réduire la mortalité due au cancer dans le monde. En septembre 2023, notre pays a officiellement adhéré à l'initiative Rayon d'Espoir de l'AIEA qui assure le contrôle, la prévention et le cancer au niveau international. À ce stade, les travaux conjoints ont abouti à un diagnostic partagé, à une analyse critique structurée et à la formulation d'un nouveau périmètre stratégique du projet fondé sur les besoins prioritaires nationaux, les normes internationales et la viabilité financière du projet. Cette nouvelle orientation visait à transformer le projet initial en centre national de référence en oncologie, répondant pleinement aux besoins actuels tout en créant les fondations solides pour un développement futur à l'échelle provinciale. Le projet a ainsi été structuré en deux phases complémentaires et cohérentes. La ministre des l'ESSU a sollicité l'accompagnement du gouvernement pour la matérialisation de cet ambitieux projet afin de renforcer les capacités diagnostiques, les dépistages précoces et l'amélioration de la prise en charge thérapeutique des patients. Note d'information relevant du secteur de droits humains. Le ministre des Droits humains a saisi le Conseil au sujet de l'organisation du Forum national de droits humains en République démocratique du Congo, prévu le 9 et le 10 octobre prochain. Il a indiqué que cette rencontre se veut un cadre inclusif et participatif de dialogue, de réflexion et de concertation sur les mécanismes les plus appropriés pour renforcer la protection et la promotion des droits humains, l'implémentation de la justice transitionnelle et la contribution à l'élaboration du plan stratégique du plaidoyer pour la reconnaissance du Génocoste. Elle permet en ce sens de renforcer la synergie entre acteurs étatiques, société civile, partenaires internationaux et experts. L'objectif de ces forums est donc de créer un espace de concertation garantissant une approche participative et inclusive pour renforcer la promotion et la protection des droits humains, identifier les faiblesses structurelles et proposer des solutions adaptées.
Après avoir expliqué les objectifs visés, le ministre des Droits humains a rassuré que ces assises vont se clôturer par l'adoption d'une déclaration finale et la mise en place d'un cadre de suivi des recommandations issues du forum au sein du ministère des Droits humains. Note d'information relevant du secteur de l'intégration régionale. Le ministre du Tourisme, représentant les ministres de l'intégration régionale en mission, a informé le Conseil sur la tenue du 9e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région de Grand Lac à Kinshasa le 5 novembre prochain. En effet, la République démocratique du Congo aura l'honneur d'accueillir le 15 novembre 2025 à Kinshasa le 9e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région de Grand Lac, CIRGL. À cette occasion, le président de la République succédera à son homologue, le président de la République d'Angola, au poste de président en exercice de cette organisation pour un mandat de 2 ans. Par conséquent, la République démocratique du Congo se verra investie de la responsabilité de présider l'ensemble des instances intergouvernementales de la CIRGL. Ce sommet s'articulera autour du thème suivant: consolidant la paix, la stabilité et le développement dans la région de Grand Lac, et 8 réunions sont prévues dans les cadres des travaux préparatoires du dit sommet. Les ministres de l'intégration régionale empêchés a indiqué à travers le ministre du Tourisme que le sommet de Kinshasa marquera un tournant décisif pour revitaliser cette organisation dont la mise en place à l'initiative des Nations Unies et de l'Union africaine n'a pas encore permis d'atteindre les objectifs assignés, à savoir la création de conditions de sécurité, de stabilité et de développement durable entre les États membres. Note d'information relevant du secteur des affaires foncières. La ministre des Affaires foncières a présenté la note relative à l'état d'avancement du programme d'appui à la réforme foncière. En 2021, au cours de la COP 26 à Glasgow, le président de la République a signé avec le représentant de CAFI la lettre d'intention intégrant un volet pour les secteurs fonciers et ouvrant la voie à la 2e phase du programme d'appui à la réforme foncière, avec un financement pour la période 2024-2029 dans les buts de contribuer au renforcement de la gouvernance foncière. Cette 2e phase a produit les premiers résultats, notamment l'élaboration de la nouvelle politique foncière nationale adoptée au Conseil des ministres le 15 avril 2022, le renforcement des capacités des membres de la Commission nationale de la réforme foncière et les débuts de la construction des infrastructures, dont celle du bâtiment de la circonscription foncière d'Inongo, inauguré le 27 septembre 2025, le 2e après celui de Mombasa en Ituri. Cependant, les défis demeurent majeurs, parmi lesquels un financement limité, des défis opérationnels et sécuritaires. Cette situation n'a pas permis l'exécution des activités prévues pour absorber tous les fonds alloués pour 2024. Toutefois, la ministre des Affaires foncières reste déterminée à parachever ces projets. Elle a sollicité l'accompagnement accru du gouvernement afin de parvenir à un développement foncier équilibré sur l'ensemble du territoire national. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au 3e chapitre du Conseil des ministres de ce jour, les membres du Conseil ont approuvé les relevés des décisions prises au cours de la 60e réunion ordinaire du Conseil des ministres tenue le vendredi 26 septembre 2025. Au 4e chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen à l'adoption des 2 dossiers, le premier dossier relevant du secteur des relations avec le Parlement, le ministre d'État, ministre des Relations avec le Parlement, a soumis au Conseil le dossier relatif à la vision et aux innovations de son ministère. Dans un état de droit fondé sur la séparation de pouvoirs, a-t-il indiqué, la fluidité des relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif est essentielle pour la stabilité des institutions, l'efficacité des réformes et la bonne gouvernance. De ces points de vue, son ministère occupe une place stratégique dans le fonctionnement de notre démocratie et dans la consolidation de l'état de droit. Conformément à ses attributions, il assure la représentation du gouvernement auprès du Parlement, facilite les relations entre le membre du gouvernement et les parlementaires,
coordonne les programmes législatifs du gouvernement et veille au suivi de l'exécution des lois et recommandations formulées par les deux chambres. Ces rôles dépassent la simple gestion administrative des échanges entre institutions. Il s'agit d'un véritable levier pour garantir la fluidité institutionnelle, éviter les blocages, renforcer la confiance entre le gouvernement et les parlements afin de garantir le bon fonctionnement des institutions. Au-delà de ces missions, les ministères des Relations avec le Parlement entend apporter plusieurs innovations en concertation avec le Parlement évidemment, parmi lesquelles la création d'une académie parlementaire, la création d'un magazine, l'hémicycle, la traduction et diffusion d'études d'impact de loi, la promotion des dialogues entre les institutions des pouvoirs central, provincial et local. Ainsi donc, a-t-il conclu, son ministère contribuera directement à la consolidation de la stabilité institutionnelle, au suivi rigoureux du programme d'action du gouvernement et à la construction d'un lien renouvelé entre les institutions de la République et notre peuple. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Dossier relevant du secteur des anciens combattants. Les ministres délégués près le ministre de la Défense nationale, en charge des anciens combattants, a soumis au Conseil le dossier lié à l'identification, la récupération, la valorisation et la sécurisation juridique du patrimoine des anciens combattants. L'état des lieux récemment dressé renseigne que certains biens immobiliers sont délaissés et insuffisamment valorisés depuis plusieurs décennies. D'autres biens se trouvent dans un état de délabrement et totalement abandonnés. L'absence de titres sécurisés et des mécanismes de gestion modernes a accentué l'insécurité et la fragilité de ces patrimoines, favorisant des occupations illégales et des spoliations au détriment des bénéficiaires légitimes. Les ministres délégués près le ministre de la Défense nationale, en charge des anciens combattants, a sollicité la mise sur pied d'une commission spéciale multisectorielle sous son autorité. Cette dernière aura pour mission d'identifier et de récupérer les patrimoines immobiliers des anciens combattants sur toute l'étendue du territoire national. Il a souligné que son ministère se chargera de prendre des initiatives tendant à mettre en valeur les biens immobiliers récupérés, mais aussi procédera à l'obtention des titres immobiliers irrelatifs dans les cas des efforts de restauration de la dignité des anciens combattants prônés par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Après débat et délibération, cet autre dossier a été adopté. Au dernier chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de textes, un texte projet de décret, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a soumis pour examen et délibération les projets des décrets conférant les statuts de commune à deux agglomérations de la ville de Bukavu au Sud Kivu, à savoir Kasha et Panzi. Ce texte intervient en correction d'une erreur matérielle qui s'est glissée dans les décrets précédents et qui avait omis ces deux agglomérations alors qu'elles avaient rempli toutes les conditions légales et réglementaires d'éligibilité. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a adopté ce projet de décret. Commencé à 15h40, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 20h52. Je vous remercie.